Alors, nous allons voir le 4e cas clinique. Donc, il s'agit d'une femme de 60 ans qui consulte aux urgences pour dyspnée. Son principal antécédent est un cancer du col utérin il y a 13 ans, notamment traité par radiothérapie abdominopelvienne, laquelle fut compliquée d'entérite et ractite radique. Pour cette raison, elle a une colostomie iliaque gauche terminale. À l'examen clinique, elle est apyrétique, a une déshydratation extracellulaire évidente, avec une pression artérielle qui est plutôt basse, une diastolique basse. Elle est tachycarde, en effet tachypnéique, mais a une auscultation pulmonaire et cardiaque sans anomalie. Vous disposez d'un bilan biologique qui est très anormal, avec une anémie, hémoglobine à 8,9 g par décilitre, alors qu'elle est déshydratée, ce qui veut dire que l'anémie est sous-estimée. Vous voyez une hydratation intracellulaire qui semble normale, puisque la natrémie est normale, pas d'hypokaliémie. Vous voyez des réserves alcalines, donc des bicarbonates qui sont à 7 mmol par litre, ce qui est très très bas, et ce qui explique qu'elle est une acidose, vous voyez avec un pH à 7,29. Vous voyez une hypocalcémie, discrète hyperphosphorémie, et vous voyez une fonction rénale qui semble normale avec une créatinémie à 69 micromol par litre, mais vous voyez sur l'urée plasmatique qui est élevée qu'il y a probablement en effet une déshydratation extracellulaire. Le gaz du sang est important, il vous montre donc l'acidose et il vous montre surtout que la dyspnée en fait n'est pas associée à une hypoxémie puisque la pression artérielle en oxygène est à 120 sans effet shunt avec une capnie à 20 mm de mercure. Il n'y a pas de lactate en excès. Vous voyez que le ionogramme urinaire confirme la déshydratation, on va en reparler, avec une natriurèse effondrée, une inversion du rapport Na sur K, des urines concentrées. Vous voyez une radiographie du thorax qui montre une silhouette cardiaque très fine, autrement dit index cardio-thoracique minime lié à la déshydratation. Et puis, compte tenu de ses antécédents, elle a encore une chambre implantable dans le thorax. On vous demande quelle est l'origine de la dyspnée. Alors, dans la vie, il y a 3 causes majeures à une dyspnée. Une cause pulmonaire, y a-t-il une pneumopathie? Une cause, on va dire, une anémie qui devra être sévère et qui explique une dyspnée d'effort, mais rarement, en fait, pas une dyspnée de repos. Et puis, évidemment, l'acidose métabolique qui peut donner une dyspnée d'un type caractéristique qu'on appelle la dyspnée de Kussmaul, qui est une dyspnée avec une respiration ample et bruyante, qui est typique par exemple dans l'acidocétose diabétique, mais qui en fait est commune à toutes les acidoses métaboliques. Le but de l'hyperventilation que vous observez au lit du malade, c'est d'éliminer l'acide carbonique pour essayer de compenser par voie respiratoire l'acidose métabolique. Quelle est l'origine de l'acidose métabolique? Expliquez votre raisonnement. Il faut suivre une démarche qui est, on va dire, relativement simple et systématique. Alors, devant une acidose métabolique, il faut suivre en fait une démarche relativement simple, systématique, qui consiste dans un premier temps à calculer le trou anionique plasmatique. Alors, vous avez remarqué que dans le plasma, il y a environ 140 mmol de sodium, qui est le principal cation, alors que les anions chlore plus bicar représente environ 125 mmol par litre. Autrement dit, on a l'impression qu'il y a un trou anionique et un excès de charge positive. En réalité, évidemment, le plasma est neutre et le trou anionique, le manque de charge négative, il est expliqué par la présence d'albumine dans le sang, l'albumine qui est chargée négativement, et on estime que chaque gramme d'albumine explique environ 0,02 mmol par litre de trou. Alors évidemment, il y a d'autres anions à doser, mais le principal, c'est l'albumine. Et c'est important à savoir, puisque si la normale du trou anionique est comprise entre 8 et 12, 12 et 16 si vous incluez le potassium, eh bien, si vous êtes en face de quelqu'un qui a une hypoalbuminémie majeure, il faudra avoir en fait la notion que le trou anionique plasmatique normal chez ce patient ou cette patiente doit plutôt être plus basse. Alors, que fait-on de ce trou? De deux choses l'une. Soit le trou anionique est normal, soit il est élevé.
Si il est normal, c'est-à-dire si les bicarbonates sont bas mais que le trou anionique n'est pas diminué, mathématiquement, c'est parce que le chlore est élevé, le rein a augmenté sa réabsorption de chlore pour maintenir la neutralité, et donc vous avez ce qu'on appelle une acidose hyperchlorémique qui est liée à une perte de bicarbonate, soit digestive, soit rénale. Ici, si vous avez calculé, vous avez vu que la patiente a un trou anionique plasmatique normal à 12, donc il s'agit bien chez cette patiente d'une perte de bicarbonate. Reste à savoir si la perte est d'origine digestive ou rénale. On comprend qu'on perde des bicarbonates par voie digestive. À chaque fois que vous avez la diarrhée, vous perdez du bicarbonate de sodium. Il est moins évident que le rein puisse perdre des bicarbonates, mais en fait, à plusieurs étages du néphron, il y a une réabsorption de bicarbonate. Le tube proximal excrète des protons, ce qui correspond à une réabsorption de bicarbonate. La médulaire véhicule également les acides, ce qui permet indirectement de réabsorber des bicarbonates. Enfin, le canal collecteur excrète là aussi des protons, ce qui in fine revient à une réabsorption de bicarbonate. Sans rentrer dans les détails. Alors comment on sait si la perte de bicarbonate est liée à la diarrhée ou à une acidose tubulaire? Mais évidemment, il faut interroger les patients. S'il y a un contexte de diarrhée, le patient vous répond lui-même. Ici, c'est un peu moins évident parce que la patiente a une stomie et il n'est pas toujours évident de mesurer le débit de la stomie ou de remarquer une augmentation du débit. Donc ici, c'est plus compliqué. Alors, comment on fait? On calcule le trou anionique urinaire. En effet, vous pouvez savoir si le rein réagit de façon adaptée à une perte de bicarbonate. Si vous avez par exemple une perte de bicarbonate d'origine digestive, le rein va essayer de lutter contre l'acidose métabolique en augmentant son excrétion d'acide. Qui fait ça? Le tube proximal qui a la capacité de fabriquer de grandes quantités d'NH3, d'ammonium. NH3 qui va être acheminé jusqu'au canal collecteur et qui va pouvoir recevoir un proton, un H+, et donc le rein, en augmentant sa production de NH3+, permet de recevoir un proton et que soit éliminé dans l'urine du NH4+, c'est-à-dire de pisser des acides sans que l'urine elle-même ait un pH trop bas, puisque c'est pareil, le pH urinaire a des limites. Autrement dit, lorsque le rein réagit de façon adaptée à une acidose métabolique, la quantité de NH4+ dans l'urine est très élevée. On ne dose pas le NH4+ dans l'urine, en revanche, on dose le chlore, et comme le NH4+ est couplé au chlore, normalement, une réponse rénale adaptée à une acidose métabolique, c'est une augmentation de la chlorurie au point que le trou anionique urinaire sera négatif, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de chlore. Donc ici, en fait, il fallait mesurer le trou anionique urinaire. Ici, il était à moins 18, donc bien négatif. Donc sécrétion de chlore par le rein, donc production de NH4+. Le rein est sain. Il s'agit bien d'une acidose métabolique à trou anionique normal, donc par perte de bicarbonate, perte digestive, puisque la réponse rénale est adaptée. Le trou anionique urinaire est négatif. On vous demande également d'interpréter le ionogramme urinaire. On revient à de la physiologie rénale beaucoup plus simple. Le ionogramme urinaire montrait plusieurs choses. D'une part, la natriurèse était inférieure à 20 millimoles par litre, ce qui témoigne d'une avidité du canal collecteur pour le sodium. On sait que cette avidité est expliquée par un hyperaldostéronisme, puisque à la place du sodium qui est effondré dans l'urine, on trouve beaucoup de potassium. Et vous savez que la réabsorption de sodium en l'échange de potassium se fait sous contrôle de l'aldostérone, elle-même sécrétée par les surrénales en réponse à l'angio2 qui circule parce que vous avez produit de la rénine, parce que les reins étaient peu perfusés, parce qu'il y avait une déshydratation. Donc on comprend les anomalies du ionogramme urinaire. Ensuite, alors c'est plus les ions proprement dit, mais il fallait remarquer que l'urée et la créatine urinaire étaient très élevés, avec un ratio U sur P supérieur à 10 pour l'urée, supérieur à 30 pour la créatinine, ce qui veut dire que les urines sont très concentrées, autrement dit que l'eau a été réabsorbée en masse, cette fois-ci sur ordre de l'ADH, et on sait bien que le stimulus de sécrétion de l'ADH, en dehors de l'osmolarité plasmatique, c'est la volémie. Donc les urines témoignent, confirment, prouvent que la patiente est bien déshydratée dans le secteur extracellulaire.
hypovolémie ou déshydratation extracellulaire. Quelles sont les grandes lignes du traitement de cette patiente qui présente plusieurs troubles, hein? On l'a vu, une déshydratation, une acidose métabolique par perte digestive de bicarbonate et une diarrhée. Il faut évidemment, et c'est urgent, la réhydrater. Alors comment on réhydrate quelqu'un en apportant de l'eau et du sodium, hein? C'est ça qui fait de l'hydratation extracellulaire. Donc il faut donner un soluté salé isotonique de type typiquement soluté salé physiologique, c'est-à-dire le sérum physiologique ou bicarbonate de sodium. Ici, il fallait privilégier le bicarbonate de sodium. Il y a en fait beaucoup de causes à l'acidose métabolique. Ici, c'est un exemple d'acidose métabolique par perte de bicarbonate, mais il y a aussi toutes les acidoses métaboliques par excès d'acide, acidose lactique, acidocétose diabétique, etc. Et se pose la question de la correction de l'acidose. C'est assez simple. Si vous avez une perte de bicarbonate, c'est-à-dire si le trou anionique est normal, le traitement, c'est de donner du bicarbonate. Si vous avez au contraire un excès d'acide, le traitement, c'est de traiter la cause. Si vous avez une acidose lactique, corrigez le choc. Si vous avez une acidocétose diabétique, donnez de l'insuline. Mais dans ces situations d'acidose métabolique par excès d'acide, il n'y a pas d'indication au bicarbonate. L'indication au bicarbonate, c'est vraiment la perte digestive de bicarbonate. Alors on utilisera du bicarbonate de sodium isotonique, hein, à 14 pour 1000 ou 1,4%. On commencera à 2000 ml par jour environ. Et il faudra penser à associer du potassium parce que vous avez une kaliémie qui, on s'en souvient, est normale. Au début de l'énoncé, on vous dit 3,8 mmol par litre. Ce qui doit vous surprendre puisque vous êtes dans un contexte de diarrhée et que vous attendez une hypokaliémie par perte digestive du bicarbonate, mais vous ne voyez pas aller masquer l'hypokaliémie parce que l'acidose métabolique est sévère au point de provoquer le transfert du potassium du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire. Mais lorsque vous allez corriger l'acidose métabolique en donnant du bicar, vous allez révéler l'hypokaliémie. Ici, il est inutile d'attendre qu'elle soit démasquée. Vous donnez d'emblée dans votre traitement alcalinisant du potassium sans dépasser 2 à 3 grammes par litre en périphérie, puisque c'est vénotoxique. Enfin, puisque c'est la cause de tous les troubles de cette patiente, il faut essayer de supprimer la diarrhée, donc en donnant soit Turfan, soit Imodium. Ici, on est dans le cadre d'une diarrhée par entérite radique. On fera évidemment des examens bactériologiques pour éviter pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'une diarrhée invasive infectieuse, mais a priori, c'est une histoire simple d'entérite radique. Alors, évidemment, ça va revenir si vous ne prévenez pas la récidive, puisque l'entérite radique n'est pas aiguë mais chronique. Donc cette femme va rester avec son facteur de risque de déshydratation et d'acidose métabolique. Donc il faut proposer des mesures pour éviter que ça revienne. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut conseiller à cette patiente de boire le bicarbonate qu'elle perd en fait tous les jours dans la stomie. Alors qu'est-ce qui contient du bicarbonate ? Eh bien, l'eau de Vichy, avec le problème que ce sera lourd à porter si vous dites il faut que vous buviez 2 litres d'eau de Vichy par jour, ça fait 14 litres par semaine. Il faut soit être livré, en plus ça peut être cher, bref, c'est pas forcément facile comme à réaliser. Vous pouvez contourner le problème en prescrivant des gélules de bicarbonate de sodium. Donc vous écrivez sur votre ordonnance préparation magistrale de gélules de bicarbonate de sodium à 1 gramme. Le pharmacien va les préparer lui-même et vous prescrivez 6 grammes par jour. C'est très salé, ce qui veut dire que, puisque c'est du sel pur, donc ça va stimuler la soif en donnant une hyperosmolarité. Et là, vous dites à la patiente de boire à sa soif et en gros, c'est comme si vous donniez de l'eau de Vichy ou un soluté alcalin. Donc, soit eau de Vichy, soit gélule de bicarbonate de sodium, mais le plus simple, de très loin, c'est le bicarbonate de sodium en gélule. Quels paramètres de surveillance sont pertinents à l'avenir et évidemment au domicile de cette patiente, puisqu'elle va rentrer chez elle ? Eh bien, il faut
il faut surveiller le poids. C'est de loin le critère le plus important, le plus pertinent, le plus accessible à la patiente. Une fois que vous voyez cette patiente normalement hydratée, mettons à 45 kg par exemple, vous lui dites voilà, votre poids auquel vous êtes euvolémique, c'est 45 kg, vous vous pesez tous les jours et si vous vous en écartez vers le bas, par exemple si vous êtes à 44 kg, donc si vous vous en écartez d'1 kg, eh bien vous augmentez d'1 litre vos apports de bicarbonate de sodium ou vos apports d'eau et de sel. Il faut évidemment demander à la patiente d'être attentive au débit de la stomie. Alors c'est pas toujours facile, mais en gros le rythme auquel elle va changer les poches, elle peut le consigner sur un carnet et vous le montrer. Et il faut, alors évidemment pas tous les jours, mais mesurer peut-être chez cette patiente fragile une fois par semaine le ionogramme sanguin. Voilà. Dans ce dossier court, mais qui traitait une question difficile, l'acidose métabolique, on a traité donc de troubles acido-basiques et en rapport avec une diarrhée chronique. Voilà, c'est la fin de ces 4 cas cliniques. Je vous souhaite bon courage.